Je me tourne vers Philippe Van Pares. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été professeur à Harvard et à Oxford. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, fondateur du Basic Income Earth Network. En quoi le revenu universel est-il une réponse à l'émergence de l'intelligence artificielle? Le revenu universel est une réponse à beaucoup de choses, mais c'est entre autres une réponse à un mouvement beaucoup plus large de remplacement de l'homme par la machine, dont l'intelligence artificielle n'est qu'un aspect. Alors, parfois, on établit ce lien en disant, avec tout ce qui est en train de se passer, automation, robotisation, intelligence artificielle, il n'y aura plus de travail pour tout le monde et donc il s'agit de remplacer le droit au travail par un droit au revenu pour ceux qui n'auront pas la possibilité de trouver un travail. Ce n'est pas du tout mon argument. Néanmoins, ce processus de changement technologique est pertinent pour l'argumentation en faveur du revenu universel, mais pour la raison suivante, c'est que ce processus de changement technologique combiné avec la mondialisation conduit à deux phénomènes simultanément. Premièrement, il y a une explosion des revenus les plus élevés, ceux qui ont la chance de disposer de savoir-faire particulièrement valorisés par le marché mondial, ceux qui ont des droits de propriété intellectuelle particulièrement importants, ceux qui disposent de capital. Pour tous ceux, c'est fantastique et leur earning power, leur pouvoir de gain explose. Mais en même temps, il y a une explosion de la précarité au bas de l'échelle. Beaucoup de personnes, en raison de cette évolution technologique, en raison de la concurrence internationale, se retrouvent soudain sans revenus, avec des revenus très bas. Et face à ce phénomène de polarisation, le revenu universel est une réponse, pas du tout parce que ça va substituer l'accès à un revenu à l'accès à un travail rémunéré, mais parce que ça va fournir un socle qui, combiné avec l'apprentissage tout au long de la vie, doit permettre à chacun d'avoir accès à un emploi rémunéré, un travail rémunéré qui ait du sens. Donc, ce n'est pas la fin du droit au travail, c'est au contraire une manière de le réaliser dans les circonstances qui sont créées par l'intelligence artificielle et d'autres phénomènes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et tout de même, quand on parle de revenu universel, un a priori apparaît très souvent dans la conversation. Comment est-ce qu'on peut croire que ce revenu universel ne favorise pas la l'oisiveté? Comment on peut imaginer que ce soit un moyen d'émancipation et non d'abrutissement des masses? Mais entre l'oisiveté et l'abrutissement, il y a bien sûr une différence. Alors, au moment où on abolit l'esclavage, certains ont dit aussi, oh, terrible, une fois que ces gens ne sont plus des esclaves, ils vont pouvoir être oisifs. Mais là, je crois que ceux qui défendent le revenu inconditionnel assument, ils disent, oui, c'est une autre étape importante dans l'émancipation de l'humanité. L'abolition de l'esclavage, ce n'était que la création, l'avènement d'une liberté formelle de ne pas devoir travailler pour d'autres. Le revenu universel, c'est quelque chose comme la possibilité réelle de ne pas accepter n'importe quel emploi pour ne pas devoir accepter n'importe quel emploi pour pouvoir survivre. Donc, de ce côté-là, oui, effectivement, c'est la fin d'une obligation de travailler. Mais est-ce que pour autant ça va conduire au farniente généralisé? Bien sûr que non. En premier lieu, parce que, au contraire de nos systèmes existants d'assistance sociale, ce n'est pas focalisé sur les pauvres. Au moment où on cesse d'être considéré comme pauvre, on ne perd pas le droit à cette allocation. Et par conséquent, donc c'est le thème familier autour du thème donc sur le thème du revenu universel, c'est cette idée que le revenu universel doit permettre d'abolir ou de réduire la trappe de la pauvreté, le piège du chômage, celui dans lequel on est coincé dès le moment où on a droit à une allocation que si on est pauvre, que si on n'a pas de revenus ou on a des revenus très faibles. Donc, le revenu universel, c'est au fond une subvention à l'emploi, puisqu'on peut le garder au moment où on accepte un emploi peu rémunéré. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas donc ça crée au contraire des incitants économiques, des incitants financiers pour ne pas se
rester dans cette situation de chômage, cette situation d'exclusion. Donc, par ailleurs, bon, si on dit, ben oui, c'est l'émancipation, c'est la fin de l'obligation de devoir travailler, devoir trouver un travail quel qu'il soit pour pouvoir survivre, oui, mais ça ne supprimera pas l'obligation de travail en un autre sens, beaucoup plus général, qui est simplement cette obligation morale que nous avons tous de faire des choses utiles dans nos existences et utiles à la société, pas seulement à nous-mêmes. Et cette obligation morale-là n'est pas du tout abolie par le revenu universel. Au contraire, je dirais, elle est renforcée du fait qu'on donne à chacun une gamme plus large de possibilités de réaliser cette obligation. Il y a quand même un pari derrière cette idée, c'est que le refus de l'emploi peu émancipateur doit permettre de créer des emplois qui génèrent du sens et de la valeur. Est-ce qu'il doit y avoir une contrepartie obligatoire au revenu universel? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut le financer? Bon, alors, ces deux questions doivent être séparées l'une de l'autre, parce que la contrepartie obligatoire, par exemple, le fait de pouvoir recevoir ce revenu universel que si on parvient à montrer qu'on est utile d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ça qui va réduire le coût de l'allocation. Au contraire, ça risque de l'augmenter parce qu'il faudra des gens qui aillent contrôler, une bureaucratie qui aille contrôler pour voir si ces conditions de participation sont bien réalisées. Et donc, certains, effectivement, dont le très respecté économiste britannique Anthony Atkinson ont proposé ce qu'il appelait le participation income, revenu de participation, qui disait c'est un véritable revenu universel, mais pour y avoir droit, ben, il faut soit avoir un travail rémunéré comme travailleur autonome ou comme travailleur salarié, soit être pensionné, soit être chômeur involontaire, soit s'occuper de ses enfants à la maison, soit encore travailler de manière régulière pour une association reconnue. Bon, lui disait, bon, c'est important d'avoir une condition comme celle-là dans l'Angleterre post-Thatcher, parce que sinon ce ne sera pas acceptable politiquement, peut-être. Et donc, si ça permet d'aller de l'avant, on peut avoir une formule de ce genre-là, mais on se rendra rapidement compte que, franchement, ça ne vaut pas le coût qu'elle impliquerait. Quant à la manière de financer le revenu universel, bon, ce qu'il est important de comprendre d'emblée, c'est que le coût additionnel de l'introduction, ce n'est pas du tout le montant de l'allocation, mettons 600 euros, 800 euros, multiplié par le nombre de citoyens adultes ou le nombre de citoyens, enfin, un peu moins si on donne moins aux enfants, etc. Ce n'est pas ça le coût de l'introduction d'un revenu universel. Pourquoi? Parce que d'une part, le revenu universel, ça constituerait le socle de non seulement des minima sociaux, mais de l'ensemble des allocations d'assurance sociale, que ce soit les pensions de retraite ou les allocations de chômage, bien sûr tous les minima sociaux, les allocations d'invalidité. Toutes ces allocations ne seraient pas abolies, ou à l'exception de celles dont le montant serait inférieur au revenu universel, celles-là sont abolies, les autres sont réduites du montant de l'allocation universelle. Et bien sûr, ça constituera déjà une part importante du financement de l'allocation. L'autre part importante doit passer par une réforme de toutes les réductions d'impôts générales, les exonérations, les avantages fiscaux qui sont distribués largement pour ce qui concerne les tranches les plus basses des revenus professionnels de chacun, ce qui est notamment incorporé en France dans le quotient familial. Bien, tout ça disparaîtrait puisque ce serait remplacé par le revenu universel et il restera alors un coût net à financer, dont le montant variera bien sûr en fonction du montant total de l'allocation universelle, principalement parce qu'il y aura une amélioration de la situation financière des conjoints qui ne travaillent pas ou qui travaillent relativement peu et de manière générale des travailleurs à temps partiel. Donc il y aura un coût net et celui-là, effectivement, il peut être chiffré et est chiffré pour différents pays, pour différents montants et c'est de cela qu'il faut discuter au moment où on fait des propositions concrètes. D'ailleurs, bon, admettons que le revenu universel soit une simplification fiscale. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend votre approche. Est-ce que vous avez une idée d'ordre de grandeur de ce coût net, par exemple pour la France, parce qu'on a du mal à imaginer quels sont les montants en jeu. Oui, mais bon, comme
moi, je suis philosophe, mais un philosophe qui a tout de même les mains dans le cambouis. Et donc, chaque fois quand j'ai rendu visite à différents pays dans le monde, je me suis un peu replongé dans leur système fiscal et social. Et donc, à la fois pour faire une proposition concrète qui tient la route, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce qui existe dans les différents pays. Évidemment, plus le système social est déjà développé, plus il y a des minima sociaux qui finalement couvrent l'ensemble de la population, plus il y a aussi des réductions d'impôts sur les tranches inférieures qui constituent des avantages fiscaux considérables, moins le coût net est important. Et donc, dans le cas de la France, donc je ne pourrais pas, donc il y a des chiffres qui ont, donc des montants qui ont été calculés. Celui qui a fait ça, à ma connaissance, récemment, dans le plus de détails, c'est Marc de Basquiat, qui a notamment inspiré une des propositions qui a été discutée récemment à l'Assemblée nationale. Et donc là, tout va dépendre alors du montant. Il y a une structure générale du mode de financement, et puis bien sûr, selon que le montant universel donné à chacun, mais qui doit être complété pour certains par une allocation d'invalidité, une allocation temporaire de chômeurs, etc. Selon que ce montant de base est un montant de 500 euros, de 600 euros, de 800 euros, bien sûr, le coût net va différer considérablement. Mais là, il vaut mieux trouver un spécialiste du pays concerné pour poser cette question plutôt qu'un modeste philosophe comme moi, qui bien sûr se rend compte que la proposition tient la route que si on regarde le détail des chiffres, mais qui ne pourrait pas vous les donner dans le cas de la France. J'invite l'audience à voir ou à revoir peut-être l'intervention de Marc Basquiat qui était intervenu à Boma il y a quelques années et qui avait donné quelques éléments chiffrés. D'ailleurs, je m'en souviens. Je mettrai le lien dans la vidéo au moment où on la postera sur les réseaux. Mais admettons que ce premier frein du coût net additionnel du revenu universel soit levé. Admettons aussi que le second frein que vous avez évoqué tout à l'heure, autrement dit, cette idée de la contrepartie soit instaurée pour éviter qu'on puisse imaginer que cela ne donne plus du tout envie à quiconque de travailler. Donc, admettons que cette contrepartie soit mise en œuvre. Quels autres freins demeurent, subsistent aujourd'hui à l'établissement du revenu universel? Donc, je crois qu'il y a, au-delà des deux freins que vous venez de mentionner, il y a aussi des obstacles qui restent des obstacles cognitifs. J'en mentionne deux. Le premier, c'est de dire donner un revenu à tout le monde, même aux riches qui n'en ont pas le moindre besoin. C'est absurde et beaucoup se déconnectent alors immédiatement, ils ne réfléchissent pas plus loin, ils disent ça quand les finances publiques ont déjà des problèmes, on ne va pas perdre son temps à faire ça. Et donc, il faut un petit peu expliquer pour dire que donner ce revenu à tout le monde, même aux riches, ce n'est pas mieux pour les riches qui paieront d'une manière ou d'une autre pour leur propre allocation et pour une part de l'allocation des autres, mais c'est mieux pour les pauvres. C'est mieux pour les pauvres qu'il y ait ce revenu qui est inconditionnel, qu'on reçoit de manière automatique, sans bureaucratie, sans démarche particulière, sans trappe qui est ainsi créée, sans humiliation du fait qu'on doit aller quémander ce revenu. C'est mieux pour les pauvres qu'il y ait cette allocation. Donc, c'est une première chose qu'il faut alors chaque fois expliquer et réexpliquer. Une deuxième chose, c'est qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a toujours pensé que notre État social, notre État-providence, avait deux composantes. Il y a une composante qui est au fond l'héritage ou le prolongement de l'assistance publique, de la charité publique pour les pauvres. On dit, bon, il y a des gens qui sont dans le malheur, il faut les aider. Et donc, nos systèmes d'assistance sociale sont le prolongement de ce qui est né au XVIe siècle. Et puis, d'autre part, il y a l'assurance sociale. C'est la solidarité entre les travailleurs qui se couvrent contre certains risques. Et puis arrive le revenu universel, on dit, oui, mais est-ce que c'est de l'assistance sociale, ça, ou c'est de l'assurance sociale? Ce n'est ni l'une ni l'autre. C'est un nouveau modèle de protection sociale qui ne va pas se substituer aux deux autres, tout comme l'assurance sociale, à partir de la fin du 19e siècle, ne s'est pas substituée intégralement à l'assistance sociale. Il a permis à l'assistance sociale de mieux fonctionner de manière résiduelle sur ces toiles de fond. Il en ira de même du revenu universel. C'est un troisième modèle qui ne se substitue pas aux deux autres, mais leur permettra de mieux fonctionner. Donc, ça, c'est un deuxième frein. Et je dirais, il y a
tout de même un troisième frein, c'est que bon, certaines organisations, y compris certaines organisations syndicales, on ne voit pas venir cette idée avec beaucoup d'enthousiasme parce que le noyau de ces organisations est constitué de travailleurs mâles en majorité, avec un revenu salarial avec, relativement stable. Et bon, pour ces personnes, bon, le revenu universel, ce n'est pas un grand cadeau. Donc, ça peut, ça ne va pas vraiment détériorer leur situation globalement, mais ce ne sera pas un grand avantage. Toute l'introduction du revenu universel, quel que soit son montant, quelle que soit la manière de le financer, sera toujours une redistribution des hommes vers les femmes. Et ce sera toujours une amélioration des travailleurs les plus précaires, ceux qui sont les moins protégés aujourd'hui par les organisations syndicales. Et par conséquent, il faut une part d'altruisme ou de souci de l'intérêt général pour qu'une organisation qui protège, qui est là pour jouer ce rôle important de défense des travailleurs, vraiment embrasse cette idée. Mais je dois dire qu'il y a aujourd'hui une ouverture beaucoup plus grande qu'auparavant dans les milieux syndicaux, dans certains pays, en particulier dans les syndicats où les femmes sont nombreuses, et en particulier dans les syndicats qui veulent se faire les défenseurs de l'ensemble des travailleurs et pas seulement de leurs affiliés. Et donc, on ne peut pas ignorer cet obstacle-là et qui fait que c'est parfois difficile de convaincre des partis sociaux-démocrates de défendre cette idée. Et puis, il y a un certain nombre d'exceptions, une personne qui ont le courage de se démarquer par rapport à ce qui est un peu la pensée unique dans certains milieux de sociaux-démocrates, à commencer par Benoît Hamon dans le cas français. Et donc, mais ce n'est pas facile de faire passer ce message, de dire, bon, il y a un devoir, ce qui est central aussi pour la social-démocratie, c'est l'émancipation des travailleurs. Cette émancipation, au service de cette émancipation, le revenu universel est un instrument absolument fondamental et plus que jamais aujourd'hui dans le contexte que vous avez esquissé tout à l'heure et que d'autres intervenants ont mis en lumière.